minutes seulement, il a 10 minutes. Non. Il aurait demandé... Monsieur le Président, je vous ai demandé un tout petit peu plus et donc je vous prie de ne pas faire démarrer le compteur tant que les collègues ne sont pas pleinement assis, installés et à l'écoute pour un sujet qui a mobilisé beaucoup de ressources sur le territoire régional et dont je vais essayer de vous faire partager les enjeux. Allez, j'y vais, Monsieur le Président. Chers collègues, depuis 3 ans maintenant que nous sommes aux responsabilités régionales, vous avez tous entendu les interrogations souvent prononcées à haute voix du président Xavier Bertrand qui ont guidé notre travail d'élaboration du SRADET. Ces questions, quelles sont-elles? Quelles perspectives voulons-nous offrir aux enfants qui naissent aujourd'hui en Hauts-de-France? Et quel avenir voulons-nous proposer aux jeunes qui souhaitent s'installer dans les Hauts-de-France? Quel modèle de développement soutenable pour créer des emplois et préserver nos richesses naturelles? Comment rééquilibrer l'aménagement et le développement de nos villes et de nos campagnes? Comment créer les conditions d'un quotidien facilité et connecté pour tous les habitants de la région? Eh bien, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ambitionne de répondre à quelques-unes de ces questions. La démarche collective et intégratrice du SRADET aura été une opportunité pour la région de fabriquer des approches plus simples et plus lisibles pour se donner un avenir désirable à l'horizon 2050. Les questions posées appellent des réponses plurielles, mobilisant plusieurs politiques publiques et de nombreux acteurs, eux-mêmes de cultures différentes. Cet exercice s'inscrit, et je veux le rappeler ici, cet exercice s'inscrit toutefois dans un cadre légal que la région doit bien évidemment respecter. Je tiens à remercier mes collègues vice-présidents, les conseillers délégués qui se sont mobilisés, chacun sur leur domaine de compétences et qui ont été largement contributeurs à la qualité du document que nous vous présentons aujourd'hui. Le lancement de la démarche revient à notre collègue Valérie Létard, que je veux remercier pour m'avoir ouvert la voie et marqué sa confiance pour mener à bien ce chantier depuis le rapport d'étape adopté par notre Assemblée en novembre 2017. Merci Valérie. Tout au long de cette démarche, la volonté politique a été de faire vivre la transversalité avec les partenaires associés dans une logique de co-construction avec les territoires. Alors, quelle est l'ambition de ce SRADET et quelles sont véritablement ses valeurs ajoutées? La région Hauts-de-France a fait le choix d'un SRADET mobilisateur, privilégiant une démarche à forte valeur ajoutée qui se traduit de 3 manières. Nous avons voulu faire plus opérationnel et plus simple, nous avons voulu faire ensemble et plus efficacement, et nous avons voulu révéler véritablement les Hauts-de-France. Alors pour faire plus opérationnel et plus simple, la région disposera avec le SRADET d'une cohérence accrue, là où plusieurs schémas complexifiaient auparavant la lecture et cloisonnaient les démarches. Il se substitue en effet aux schémas antérieurs, tels que les schémas régionaux de cohérence écologique, les schémas régionaux de climat et énergie, les schémas régionaux d'infrastructures de transport et les schémas régionaux d'intermodalité, et il intégrera le futur plan régional de prévention et de gestion des déchets, le PRPGD. Le SRADET contribue ainsi à rendre les enjeux plus lisibles, à produire des objectifs et des règles plus facilement appropriables et à promouvoir une approche plus intégrée de l'aménagement. Nous avons voulu, disais-je, faire ensemble et plus efficacement. La région veut favoriser les mises en système, fédérer les territoires et les acteurs autour d'enjeux communs et mutualiser les ressources. La configuration du territoire régional, 2 moteurs métropolitains, un maillage important de villes, des ruralités aux profils multiples, est une chance. Elle permet des mises en réseau et des complémentarités réelles. Et puis nous avons voulu véritablement révéler les Hauts-de-France. En effet, cette nouvelle région régionale doit permettre bien davantage qu'une simple addition des projets des 2 ex-régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. La capacité du SRADET à mobiliser les territoires en faveur des grandes dynamiques régionales, interrégionales et transfrontalières au bénéfice de tous sera évidemment déterminante pour l'avenir de la région et nous avons voulu en faire un levier de développement. Alors ce SRADET, comment a-t-il été construit? Je pense qu'il y a quelques diapos qui vont avancer pour vous l'indiquer. Il a été construit par une concertation que nous avons voulu très large, qu'avait initiée Valérie Létard et qui allait bien au-delà de la contrainte réglementaire. Elle s'est déroulée en 2 grandes phases. Du mois de novembre 2016 à novembre 2017, c'était l'élaboration de la vision régionale. Dès l'élaboration de ce chantier,
le périmètre de la nouvelle région a proposé un processus adapté et mobilisateur sur chaque enjeu et auprès de chaque acteur concerné. La concertation a été à la fois thématique et géographique avec des conférences territoriales par espace de dialogue. Le Césaire, qui je crois s'exprimera également tout à l'heure, a lui aussi été mobilisé tout au long du processus et plusieurs avis ont été rendus. Et puis, de janvier 2018 à janvier 2019, après l'adoption du rapport d'étape, ça a été l'élaboration des objectifs et du fascicule des règles générales de ce SRADDET. Un club des personnes publiques associées a été mis en place afin d'appréhender au mieux l'articulation des objectifs et des règles avec les documents locaux de planification. Nous avons conduit, et je veux remercier les élus régionaux qui y ont participé, une deuxième série de conférences territoriales et également alimenter régulièrement la conférence territoriale de l'action publique pour informer et organiser le débat au niveau régional et dans toutes les strates de collectivités territoriales. Enfin, à l'issue de cette séance plénière, nous entrerons dans une nouvelle phase de consultation où les personnes publiques associées pourront à nouveau s'exprimer sur le projet de SRADDET. Puis l'enquête publique sera lancée à l'automne et à l'issue de cette période, la région pourra intégrer un certain nombre d'ajustements dans le projet de schéma. L'adoption définitive, celle que vous attendez tous par le Conseil régional, interviendra alors au premier semestre 2020 avant d'être soumis à l'approbation du préfet. Confère ma référence au cadre légal tout à l'heure. C'est donc seulement à compter de cette date que le SRADDET sera mis en application et deviendra opposable. Alors, le mode d'emploi de ce document, il comprend un rapport qui comprend lui-même un diagnostic et la vision régionale. La vision régionale définit l'ambition du positionnement régional au sein de l'espace nord-européen et précise les modalités d'organisation territoriale. Je rappelle que nous avions arrêté 3 partis pris pour cette vision régionale afin d'ancrer les futurs objectifs et les règles dans un cadre stratégique précis. Premier parti pris, une ouverture maîtrisée de la région et une région mieux connectée. Deuxième parti pris, une multipolarité confortée en faveur d'un développement équilibré du territoire régional. Et enfin, troisième parti pris, un quotidien réinventé s'appuyant sur de nouvelles proximités et une qualité de vie accrue pour les habitants. Et enfin, dans les documents qui vous ont été remis, vous trouvez un rapport d'objectifs sur les leviers à mobiliser qui est illustré par une carte au 150 millième sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. Ces objectifs ont été ventilés en 8 grands domaines qu'on va vous présenter, je crois, aussi dans un transparent. Ces objectifs concernent les excellences régionales, le positionnement des hubs logistiques, les objectifs concernant aussi le canal Seine-Nord-Europe pour en faire un vecteur de développement économique et industriel, des objectifs touchant au développement équilibré et durable du littoral, garantissant un système de transport fiable, voilà, c'est ça la roue avec les grands objectifs, un système de transport fiable et attractif, favorisant un aménagement équilibré des territoires, et enfin des objectifs encourageant la sobriété et l'organisation des transitions portant sur la valorisation des cadres de vie et la nature régionale. Le deuxième document que vous avez trouvé dans l'épais volume qui figurait dans la CABOC, c'est le fascicule des règles applicables au SRADDET. Il s'agit des moyens pour atteindre les objectifs avec une portée réglementaire qui, elle, est plus forte. Les documents locaux de planification doivent être compatibles avec les règles du SRADDET, une règle pouvant contribuer, elle aussi, à plusieurs objectifs. Et enfin, un certain nombre d'annexes obligatoires que le temps imparti ne permet pas de développer. Mais je voudrais plutôt illustrer mes propos par plusieurs exemples de cette logique d'ensemble que nous avons travaillé collectivement et de son articulation entre le niveau de la stratégie régionale et leur déclinaison territoriale. Les 5 espaces à enjeu, d'abord sur le territoire régional qu'on vous présente. Ces espaces ne constituent pas un nouveau découpage institutionnel, mais ils dessinent les enjeux de long terme de niveau régional qui sont apparus au cours des travaux de préparation et qui sont communs à plusieurs territoires, ainsi que les interfaces entre ces espaces et avec les territoires limitrophes. Ensuite, on vous présente le réseau routier d'intérêt régional qui vient compléter le réseau des routes nationales et des autoroutes. Il intègre les routes départementales structurantes à fort trafic et facilitant l'accès aux sites économiques et logistiques de première importance. Cependant, je dois vous préciser que l'inscription de ces infrastructures au réseau routier d'intérêt régional ne vaudra évidemment pas automatiquement un financement par l'institution régionale. Troisième sujet que j'ai voulu illustrer, celui de la réduction de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers et le compte foncier régional. Il en a déjà été un peu question dans nos échanges de ce matin. L'objectif retenu est celui d'une division par 2 à horizon 2030 de la consommation foncière, soit 750 hectares par an, et ensuite par 3 à horizon 2050, soit 500 hectares par an,
sans répartition territoriale contrainte, mais plutôt dans un travail de contractualisation intelligent avec les territoires, notamment lors de l'élaboration des SCOT. Ces chiffres n'intègrent pas le foncier nécessaire pour la réalisation de grands projets régionaux. Je veux les rappeler, le canal Seine-Nord-Europe, le réseau Express Hauts-de-France, les aménagements liés au barreau ferroviaire Picardie-Roissy, les zones de stationnement directement liées aux conséquences du Brexit à proximité des zones portuaires, ni même les projets de développement économique structurants dès lors qu'ils sont inscrits dans les SCOT des territoires. Je voudrais citer encore quelques autres sujets majeurs, tels que celui du maintien du commerce de proximité et la limitation connexe en périphérie du développement commercial qui renvoie à la question de l'attractivité des centres-villes et des centres-bourgs, ou encore l'approche approfondie sur la biodiversité. Et je veux remercier Jean-Michel Takoun pour sa contribution à cette position à laquelle nous sommes parvenus, qui, suite au dialogue avec l'ensemble des acteurs dans lequel il m'a accompagné, a permis de s'entendre sur la notion de corridor écologique, en s'appuyant notamment sur le réseau des chemins ruraux, tenant compte des usages et des usagers, favorisant également la subsidiarité. Enfin, j'en arrive à la carte de synthèse, la fameuse carte au 150 millième. Je rappelle qu'elle n'est pas obligatoire et qu'elle n'est pas opposable, mais néanmoins elle est indicative et elle traduit incontestablement, de manière illustrée, les principaux objectifs retenus dans le rapport du projet de SRADET. Je ne les citerai évidemment pas tous, mais les quelques messages que vous pouvez retenir de la présentation de cette carte, c'est qu'évidemment, on voit apparaître le canal Seine-Nord-Europe, vous voyez ce beau ruban bleu qui est le maillon essentiel du hub logistique régional, des coopérations interrégionales et transfrontalières renforcées. Alors normalement, ça apparaît au fur et à mesure. Voilà, vous allez voir apparaître des flèches avec notamment la question du traitement des franges avec les régions voisines et avec la Belgique, ou encore le réseau Roissy-Picardie et le réseau Express Hauts-de-France. Alors, à ce propos, les questions ferroviaires ont beaucoup mobilisé chacun pour ajuster le plus finement possible la position stratégique régionale. Et je voudrais faire acter par chacune et chacun, Monsieur le Président, aujourd'hui, la nécessité de conforter un certain nombre de tracés sur cette carte de synthèse concernant les deux objectifs visant à améliorer l'accessibilité à la métropole lilloise et à faciliter les échanges avec l'Île-de-France. Je vais vous les préciser concernant notamment l'amélioration de la modernisation de la fréquence et du cadencement des lignes TER. Lorsque l'on parle de modernisation, il est important de l'entendre très précisément, notamment s'agissant de la suppression des passages à niveau, qui est quelque chose de tout à fait essentiel pour améliorer la performance commerciale des trains sur les réseaux. Donc je souhaite que nous puissions acter par un trait particulier l'amélioration de la modernisation de la fréquence et du cadencement des lignes TER, comme le Lille-Valenciennes, le Lille-Dunkerque en tant que pôle économique majeur, mais encore le Paris-Creil, le Paris-Beauvais et le Paris-Laon que les usagers ici connaissent bien. Ainsi, des dessertes TER-GV à conforter aussi, les dessertes grande vitesse à conforter par les TER-GV ou les TGV tels que Douai, Béthune, Arras, Valenciennes et Dunkerque, et ce, de surcroît, dans le contexte déjà évoqué, sur lequel nous reviendrons en fin de journée, de l'actualité nationale et des craintes alimentées par la SNCF de la dégradation du service concernant le réseau à grande vitesse. Enfin, pour terminer, je souhaite également attirer votre attention sur l'importance que nous attachons à la mise en œuvre du SRADET par une pédagogie dynamique qui sera assortie d'outils de communication particulièrement innovants. En effet, la vision portée par le SRADET doit être partagée par tous les territoires et par l'ensemble des grands opérateurs contribuant au développement et à l'aménagement durable, vision qui ne saurait se réduire à une correspondance accrue entre le schéma régional et les planifications locales. Il s'agit surtout en réalité de conforter ou même de réinventer une relation entre la région et les territoires permettant d'impulser, d'accompagner, de mobiliser les acteurs. L'application du SRADET se traduira donc par de nouvelles modalités et la mise à disposition d'outils afin d'accompagner les territoires dans la traduction des objectifs et des règles. La bonne articulation entre le SRADET et les planifications locales est un enjeu majeur pour la mise en œuvre du SRADET. Il ne s'agit pas de découvrir les déclinaisons locales au moment d'émettre des avis sur les SCOT. C'est ce que nous avons voulu appeler la prescriptivité intelligente du SRADET Hauts-de-France, qui doit permettre d'aller bien au-delà d'une simple prise en compte des objectifs et d'une compatibilité avec des règles. Elle doit en effet susciter l'adhésion, développer la cohérence des approches et permettre les innovations dans le cadre d'un dialogue permanent avec les territoires.
Nous souhaitons également que cette mise en œuvre permette de mobiliser les politiques régionales et de faire évoluer les approches contractuelles, mais également d'impulser de nouvelles dynamiques territoriales, y compris avec les régions limitrophes, comme nous avons commencé à le faire très récemment encore avec la région Île-de-France. Enfin, je tiens à remercier les services qui ont contribué dans une très grande transversalité et une forte réactivité à l'aboutissement de ce travail, en particulier Caroline Larmagnac, notre DGA du pôle équilibre des territoires, Sébastien Lavoine, directeur de la direction de la prospective et des stratégies régionales, Philippe Boucher, ainsi que toutes leurs équipes. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie.